Merci de me donner donc l'occasion de présenter un petit peu ce qu'IBM fait donc sur le sujet du calcul quantique, qui est un sujet sur lequel on a investi depuis très longtemps maintenant. Et l'objectif un petit peu aujourd'hui, c'est finalement d'être capable pour vous, à la fin de ces 30 minutes, de répondre à 3 questions. La première question, c'est finalement à quoi ça sert ? C'est-à-dire pourquoi finalement tant d'efforts, tant d'énergie est mise sur le développement d'une machine quantique. Le deuxième sujet, qui est extrêmement important à comprendre, peut-être moins dans votre quotidien, c'est comment ça marche. Et le troisième sujet que je voudrais voir avec vous, c'est finalement qu'est-ce que nous, IBM, on fait sur le quantique et comment on accompagne nos clients sur le développement d'algorithmes quantiques et finalement comment on anticipe ce que sera effectivement ce futur quantique. Alors, juste avant de commencer un petit peu sur le contenu, ça c'est un petit peu la vision d'IBM sur le sujet. On travaille sur le quantique depuis très longtemps et on a mis au point le premier qubit, on y reviendra, le quantum bit, donc le bit quantique, en 2005. Donc ça fait pratiquement 15 ans qu'on est sur le sujet. On a annoncé en 2016 ce qu'on appelait le phase quantum ready, c'est-à-dire on a aujourd'hui une brique de base technologique, une machine avec un certain nombre de qubits, on a du hardware, on a du software, on a l'ensemble des équipes qui permet aujourd'hui à un client de commencer à réfléchir, à travailler quantique. C'est la phase qu'on appelle donc le quantum ready, c'est effectivement, c'est aujourd'hui où nous en sommes. Dans notre roadmap et notre perception, on estime qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, on aura la maturité technologique matérielle, la maturité technologique logicielle, pour être capable d'accompagner nos clients dans une phase dite de quantum advantage, c'est-à-dire démontrer que dans 3 ans, 4 ans, on aura des applications quantiques qui seront plus performantes sur les machines de l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui sur des machines classiques. D'accord ? Et finalement, ce quantum advantage, bon, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne peux pas vous dire exactement l'objectif, mais c'est finalement du très court terme. Et le point, vous le verrez, c'est que le passage au quantique n'est pas simple, c'est très clair, et le message est de dire il faut commencer tout de suite. C'est-à-dire que si demain, vous voulez être prêt, si demain, vous voulez tirer parti d'une machine quantique, il faut très clairement commencer à faire l'investissement en termes de compétences, en termes d'application, en termes de réflexion quantique dès à présent. Donc retenez ce premier message, c'est finalement, dans la vision d'IBM, le quantum advantage, c'est vraiment, pas demain matin, mais demain après-midi. Alors, ça, c'est un petit peu la réflexion de notre roadmap, de notre vision. La question qui se pose, c'est finalement, à quoi ça sert ? C'est finalement, qu'est-ce qu'une machine quantique va apporter de plus ou différent qu'une machine classique ? Ce slide, pour vous présenter un petit peu l'objectif. On a l'habitude en général en mathématiques de représenter 2 grandes classes de problèmes. Les problèmes qu'on appelle simples, ceux qui sont en bleu foncé au milieu, ou les problèmes polynomiaux, et les problèmes dits complexes ou NP complet. Donc les problèmes qui sont effectivement dans le bleu clair à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un problème simple, finalement, c'est un problème dont la complexité algorithmique, elle est plus ou moins linéaire avec la taille du problème. J'ai un problème quelconque, il a une certaine complexité algorithmique. Je prends un problème 2 fois plus gros, un problème simple, il a une complexité algorithmique globalement 2 fois plus complexe. Donc la complexité algorithmique de mon problème, elle est plus ou moins linéaire avec la taille du problème. Évidemment, il y a toute une classe de problèmes qui ne sont pas polynomiaux ou simples, ce sont des problèmes exponentiels. Donc vous avez compris l'idée, quand je vais doubler la taille de mon problème, la complexité algorithmique pour résoudre le problème sera 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus importante. Et c'est exactement dans cette classe de problèmes que tombent les machines quantiques. Donc, ce qu'il faut comprendre en filigrane, c'est qu'une machine quantique n'a pas pour objectif d'être une machine généraliste. Donc, toutes les machines qui sont chez vous vont rester chez vous pendant encore longtemps. Par contre, les machines quantiques vont adresser donc des classes de problèmes qui sont ces classes NP ou NP complet, dans lesquelles, à nouveau, la complexité algorithmique, elle est exponentielle avec la taille du problème. Donc voilà un peu le positionnement. Alors si maintenant on est un petit peu plus précis, c'est quoi cette classe de problème ? Alors je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples simplissimes. Donc prenez ça comme un exemple purement, je dirais, didactique. C'est évidemment pas le genre de problème qu'on va dresser. Mais pour pouvoir comprendre que ces problèmes-là existent au quotidien et qu'il y a beaucoup d'industries
qui ont ce type de problème. Alors, un exemple qui est simple, que je donne souvent, c'est le problème des tables de mariage. Vous invitez 100 personnes à un mariage, votre problème, c'est comment j'arrange, je réarrange 10 personnes sur 10 tables. D'accord ? Donc, arranger 10 personnes sur 10 tables, en maths, c'est ce qu'on appelle le factoriel 10. Donc, 10 points d'exclamation. Et donc, le factoriel 10, c'est 3 millions de combinaisons. Bon, c'est un nombre important, peu importe, mais on sait le faire. Maintenant, effectivement, vous n'avez pas 100 invités, mais 144 invités. D'accord ? Donc, en maths, c'est 12 factoriels. Donc, votre problème, c'est comment j'arrange 12 personnes sur 12 tables. Donc, c'est 12 factoriels. 12 factoriels, c'est 479 millions de combinaisons. Donc, vous comprenez que passant de 100 à 144 convives, ma complexité algorithmique passe de 3 millions à 479 millions de combinaisons. C'est ça, un problème exponentiel. Alors après, ce que je dis souvent, c'est un mariage princier. Vous invitez non pas 144 personnes, mais 2500 personnes. Donc votre problème, c'est répartir 50 personnes sur 50 tables. C'est le nombre en jaune. D'accord ? Donc voilà exactement la complexité algorithmique associée à la combinatoire de 50 personnes sur 50 tables. Donc c'est un problème extrêmement simple, d'accord ? Mais ce problème-là, mathématiquement, il est extrêmement complexe à résoudre. Un autre exemple bien connu, c'est le problème du voyageur de commerce. Vous souhaitez parcourir 15 villes, chaque ville est distante de sa voisine par un certain kilométrage. La question que je vous pose, c'est dans quel ordre je parcours mes 15 villes pour minimiser la distance parcourue. Bon. Comme ça, le problème reste simple. C'est un problème qui est NP complet, extrêmement complexe. Il y a, vous voyez, donc 10 puissance 12 combinaisons, donc 1000 milliards de chemins possibles pour explorer 15 villes. 15 villes, c'est pas grand-chose. Donc, imaginez derrière les gens qui font du trafic aérien, les gens qui font du fret, ce type de problème-là, ça résonne. Un autre problème de combinatoire, je dirais très, très, très classique, c'est le problème du sac à dos. Donc là aussi, c'est un exemple très simple à prendre tel que votre problème, vous avez un sac à dos dont la capacité maximum, c'est 15 kg, donc le poids maximum dans mon sac, c'est 15 kg. Et le problème, c'est que vous devez transporter des briques de base, des lingots. Chaque lingot a un certain poids en kilos et une certaine valeur marchande. Et le problème que je vous pose, c'est quel est le meilleur remplissage du sac à dos pour maximiser la valeur marchande du sac à dos tout en respectant la limite des 15 kg. Bon, ça, c'est le problème dit sous contrainte. Mais ce problème-là, évidemment pas avec un sac à dos, mais avec un nombre important d'objets, il devient exponentiel. D'accord ? Donc tous ces problèmes-là sont des problèmes qui sont exactement dans des classes de problèmes, NP ou NP complet, donc des classes de problèmes dans lesquelles l'algorithmique, elle est exponentielle. Okay ? Donc ça, j'étais uniquement pour vous situer, il y a quelques exemples, prenez ça comme un exemple didactique. Hein. Un point qui concerne moins le domaine effectivement bancaire, c'est le problème au milieu, qui est le problème donc, de la chimie, qui est effectivement la recherche d'un minimum d'énergie dans un complexe atomique ou moléculaire. Ben, ce problème-là, si je veux trouver l'énergie minimum d'un tel complexe, ben, c'est une fonction d'onde, peu importe, et cette complexité, elle aussi, elle est directement exponentielle avec la taille, nombre d'atomes. Donc plus j'ai d'atomes, plus la complexité est exponentielle. Okay ? Donc voilà exactement des classes de problèmes très simples pour vous faire comprendre en gros mon premier slide sur mes problèmes NP complets. Alors maintenant, effectivement, la question, c'est ce type de problème-là, où on les trouve. Parce que vous doutez bien qu'on ne va pas construire une machine quantique pour faire des mariages ou des sacs à dos. On a un objectif un petit peu plus fondamental. Donc voilà aujourd'hui un ensemble, je dirais, de problèmes qu'on voit détecter dans des industries, effectivement, dans le domaine bancaire, dans les énergies, dans les telcos, dans le transport, dans lequel les problèmes que je vous exposais, et on verra dans quelques instants comment, sont des problèmes qui sont de nature NP ou NP complexe, donc potentiellement éligibles à du quantique. D'accord ? Donc évidemment, des problèmes assez simples à comprendre, c'est le problème, donc tout ce qui est logistique. On parlait donc du voyageur de commerce, effectivement, dans la logistique effectivement, de fret, et sans citer personne, il y a évidemment ce type de problème. Dans le domaine de la banque, tous les problèmes de type Monte Carlo, tous les problèmes de type effectivement risque, tous les problèmes de type gestion de portefeuille sont exactement dans ces classes de problèmes. D'accord ? Donc c'est ce qu'on voit apparaître ici. Et bien sûr, des domaines dans la santé et le sujet aussi de la sécurité qui est un petit peu séparé, que je ne vais pas traiter aujourd'hui, celui effectivement de la partie crypto. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est les 3 grands sujets sur lesquels IBM travaille
pour détecter, pour mettre au point, pour développer un ensemble d'algorithmes, je dirais, éligibles à ces machines. Donc il y a tous les problèmes de la simulation, donc on aurait des problèmes de chimie, sur des matériaux, donc à nouveau, ça adresse moins, je dirais, une audience type Crédit Agricole. Il y a par contre tous les sujets autour de l'optimisation et ce qu'on appelle des méthodes Monte Carlo, d'accord, qui sont des problèmes, effectivement, qui sont très usuels dans le domaine bancaire. Donc tous ces problèmes-là, Monte Carlo, sont des problèmes dont on a de bonnes raisons de penser, c'est que la vitesse d'apprentissage soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc ça aussi, c'est un des usages du quantique dans, effectivement, à la fois l'entraînement des modèles et puis dans tous les problèmes donc, de recherche de patterns et d'identification dans un complexe important d'une donnée spécifique. Donc voilà en gros les 3 grands sujets sur lesquels on travaille, et retenez derrière que ces 3 sujets-là, simulation, AI et optimisation, adressent pratiquement tous les grands domaines industriels, je dirais assurance, bancaire, logistique, telco. J'ai rarement rencontré un client qui me dit « Non, tous ces problèmes-là, c'est pas chez moi. » Il n'y en a aucun. Donc tous ces problèmes-là, ils ont une réelle existence chez nos clients. Et à nouveau, que ce soit dans le domaine bancaire, assurance, il y a toujours des problèmes algorithmiques qu'on pense pouvoir être traités avec des machines quantiques. Okay, donc ça, un petit peu, c'est le sujet de à quoi ça sert, à quoi ça correspond et quel type de problème on veut résoudre. Et vous voyez que les problèmes qu'on veut résoudre, ce sont des vrais problèmes. Ce n'est pas uniquement ma méthode de mariage, il y a derrière des vrais enjeux économiques pour nos clients. Juste un élément sans rentrer trop dans la technique. Donc il y a chez nous un gros travail qui est fait sur l'identification des cas d'usage, donc finalement quels sont les modèles mathématiques qui sont chez nos clients, dans des cas d'usage à définir, et qui sont éligibles à du quantique. D'accord ? Donc c'est un petit peu ce que représente cette matrice. Vous retrouvez ici, par classe, des grands types de problèmes mathématiques. Bon, on ne va pas aujourd'hui, dirais, les adresser, mais retenez que voilà, on a classé les problèmes par 4 grands pavés, et ce qu'on fait derrière, c'est dire, voilà, le pavé numéro haut à droite, comment ce pavé-là, ça va se transcrire sur une machine quantique, quel type d'algorithme on a besoin, et quel est l'effort nécessaire pour être capable demain d'avoir un problème d'optimisation ou un problème quadratique qui tourne effectivement sur une machine quantique. C'est exactement le travail qu'on est en train de faire, qui est cette réflexion sur l'algorithme, l'existence de l'algorithme et sa capacité à être efficace, efficient sur une machine quantique. Donc là, il y a un gros travail, et c'est ça qui est un petit peu un des gros enjeux, je dirais, qui est réalisé chez nous sur, en bon français, la taxonomie des différents problèmes mathématiques et leur adéquation à des machines quantiques. J'en ai terminé pour la première partie. Donc, a priori, maintenant, vous devriez avoir compris à quoi ça sert. Enfin, j'espère. Sinon, j'ai raté ma première partie. Donc, vous me direz après si, effectivement, la première partie est accessible. Alors, quelques mots sur comment ça marche. Parce que là aussi, il y a des très gros enjeux techno, et très clairement, la conception d'une machine quantique, c'est extrêmement complexe. Alors, en 2 mots, et là, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, parce que finalement, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui, juste, je dirais, culturellement, ce soir, que vous puissiez un petit peu en parler chez vous, une machine quantique, en gros, c'est la conception d'une théorie de l'information quantique, au même titre que tous les ordinateurs classiques fonctionnent sur une théorie de l'information classique, dont la composante, c'est le bit, qui vaut 0 et 1. Ce qu'on fait avec une machine quantique, c'est qu'on développe une théorie de l'information quantique, dont la brique de base est non pas un bit, mais un qubit, d'accord ? Un quantum bit. Ce quantum bit, et j'en dirai rien de plus aujourd'hui, il a des propriétés miraculeuses, je dirais incompréhensibles, qu'on appelle la superposition et l'intrication. D'accord ? Bon, je vais en rester là aujourd'hui, je ne vais pas vous donner effectivement un cours sur l'intrication et la superposition, ça nous emmènerait très loin, mais retenez que superposition et intrication confèrent à une machine quantique une capacité de traitement très importante, et on verra dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire, et une sorte de, je dirais, de parallélisme natif qui fait qu'une machine quantique a une capacité de traiter en parallèle un très grand nombre de problèmes. Et donc, retenez ça au regard de ce que je vous montrais sur mes problèmes NP ou NP complet. J'ai un problème NP complet. Ben, ces problèmes-là, effectivement, le parallélisme quantique, donc l'intrication quantique, va me permettre de les traiter beaucoup plus rapidement qu'une machine classique. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur en gros le concept de qubit et d'intrication et toute la théorie de l'information. Mais ça finalement quelque part, c'est pas votre sujet.
C'est plutôt le sujet d'IBM. Et finalement, à partir de cette théorie qui existe, qui est une théorie fondamentale de la mécanique quantique, c'est pas IBM qui a développé la superposition, l'intrication. C'est le monde microscopique qui est comme ça. Et donc, à partir de ce constat, je dirais, mécanique quantique, c'est environ des années 1905, 1920, Louis de Broglie, on a, nous, IBM, travaillé depuis très longtemps sur la conception de mon fameux qubit, mon quantum bit, mon bit classique, mon bit quantique, pardon. Alors vous voyez ici, effectivement, différentes tentatives qui ont été faites, effectivement, de dire, voilà, on construit un qubit, puis 2 qubits, et ces 2 qubits, il faut les interconnecter. Parce que forcément, on veut concevoir un réseau de qubits, ce qu'on appelle un résonateur. Peu importe le concept, d'accord. Vous voyez donc 2 qubits, puis 3 qubits, puis 4 qubits, et jusqu'à 16 qubits. Et quand je parlais effectivement de l'annonce Quantum Ready en mai 2016, on a annoncé à cette époque-là un hardware physique de 20 qubits. D'accord. Aujourd'hui, donc en 2018, on a annoncé que début 2019, on rendra disponible une machine à 50 qubits. D'accord. Donc retenez qu'aujourd'hui, on a 20 qubits qui fonctionnent dans le cloud, et il y en aura 50 qubits dans quelques mois disponibles pour l'ensemble des clients qui souhaitent y adresser. D'accord. Donc ça, c'est du vrai hardware, c'est une vraie machine physique. Alors juste un point quand même pour vous faire sentir un petit peu l'ensemble des complexités technologiques de concevoir une machine hardware. La première, vous l'avez compris, c'est qu'il faut maîtriser, je dirais, l'art du qubit. Et c'est pas compliqué, et c'est pas simple. Parce qu'un qubit, c'est extrêmement volatile, ça a plein de propriétés très bizarres, et donc c'est extrêmement complexe de maîtriser un qubit. Ayant dit ça, ce qu'on veut, c'est des machines à grand N qubits. D'accord. Donc un autre problème qui se pose, c'est maîtrisant un qubit, comment je crée un réseau de grand N qubits. D'accord. Et donc ça, c'est un des vrais problèmes qui est aujourd'hui, qui est de créer donc des systèmes multi-qubits, cohérents, à tout ce qui va bien en termes de théorique, mais surtout d'être capable d'interconnecter l'ensemble de ces N qubits. C'est ce que vous voyez ici. Donc ici, vous avez un réseau, je dirais, du système 20 qubits qui tourne aujourd'hui, et ça, c'est le réseau d'interconnexion, enfin, simplifié, hein, c'est le réseau d'interconnexion de notre 50 qubits. D'accord. Et donc tout ça, je dirais, nos 50 qubits interconnectés font qu'on a une brique de base qui permet, on va voir dans quelques instants, de fonctionner et de résoudre des problèmes. Même si aujourd'hui, ces problèmes restent encore simples. Donc ça, en gros, retenez, on a aujourd'hui une vraie maîtrise techno du hardware, on a une vraie maîtrise technologique de l'interconnexion, et retenez que c'est un vrai sujet extrêmement compliqué, hein, ce qu'on appelle la décohérence quantique, et que finalement tout ça, c'est la brique de base d'une machine. Alors la machine, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Maintenant que vous maîtrisez l'art du qubit, il suffit, entre guillemets, de graver mes n qubits sur mon chip, donc en haut à droite. Vous voyez, c'est peut-être pas très lisible, ça c'est une machine 6 qubits. Les petits zigouillis là, que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le résonateur, c'est ce qui permet au qubit physiquement de se parler, d'échanger un photon. Donc c'est le lien, l'interaction, je dirais, physique entre les deux qubits. Et tout ça, effectivement, pour être dans des conditions de supraconductivité, pour avoir ces problèmes donc, de cohérence, de superposition et d'intrication, il faut que l'ensemble de ce petit monde soit plongé, je dirais, au zéro absolu. D'accord. En fait, à 10 fois 3 Kelvin. Et donc, en pratique, mes petits qubits, mon petit chip, ils plongent dans cette ogive. Tout ce qu'il y a au-dessus, pour faire simple, c'est l'électronique qui me permet de manipuler mes qubits. Et on verra ce que ça veut dire que manipuler les qubits. En gros, leur envoyer un signal pour les programmer. Et l'ensemble de cette électronique plonge dans un tube, comme ça. Donc ça, c'est une machine 16 qubits, dans un bain d'hélium liquide et refroidi à 10 fois 3 Kelvin. Et à ce moment-là, effectivement, ce qu'on appelle la thermalisation, une fois que le système est à la bonne température, alors on exhibe, je dirais, superposition, on exhibe intrication, et on a le système dans un état quantique qui me permet effectivement de commencer à faire des choses d'un point de vue programmation. Voilà en quelques mots le hardware du qubit. Donc vous avez tous les composants pour faire chez vous, hein, à développer une machine quantique. Vous voyez que finalement, tous les éléments sont là.
Et c'est ça, donc, ce que vous voyez ici, c'est une machine, donc 16 qubits. Juste dans l'entrée, effectivement, des halls exposants, il y a une photo d'un 50 qubits, qui est la machine actuelle, qui est une machine qui est environ 1,5 fois plus grosse que celle-là, hein, qui doit faire 2,20 m de haut, pour un diamètre d'environ 90 cm. Et donc, toute l'électronique, plus mes 50 qubits, physiquement, ça ressemble à ça, et c'est plongé dans ce bain d'allium liquide. Donc voilà, finalement, pour le hardware et comment ça marche d'un point de vue, je dirais, macroscopique. Un des points importants, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer des machines quantiques. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, donc l'offre IBM, on a 50 qubits. Donc 50 qubits, c'est la capacité, d'un point de vue quantique, de représenter 2 puissance 50 états. 2 puissance 50 états, c'est un chiffre qui est colossal. Ayant dit ça, une machine à 50 qubits est très largement inférieure en performance à une machine classique. D'accord ? Mais le point qui est extrêmement intéressant de comprendre, c'est que la loi de variation d'une machine quantique, c'est 2 puissance n. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous rachetez un qubit à la machine, vous doublez exactement la performance. Donc, avec 50 qubits, j'ai une performance qui vaut n, inférieure à une machine traditionnelle, mais quand demain, je rajouterai 51 qubits, 52 qubits, 53 qubits, à chaque fois, je fais x2 en performance. Et je fais x2 dans le même volume physique et dans la même enveloppe énergétique. Ce qui veut dire que finalement, la croissance que nous, on estime IBM sur le quantique, ça va aller relativement vite, parce qu'on maîtrise aujourd'hui 50 qubits, vous doutez bien qu'on sait faire au-delà, et qu'on va derrière annoncer 60, 80, 90, et qu'à chaque fois que je rajoute un qubit, je double la performance. C'est pour ça, effectivement, par rapport à mon premier point sur l'avantage quantique, retenez que ça va aller très vite. Aujourd'hui, on a 50 qubits. Bon, ce n'est pas une machine suffisante pour démontrer l'avantage quantique, mais qu'à chaque fois qu'on va rajouter un qubit sur mon chip, je double la performance. Donc ça, c'est un point extrêmement important à bien avoir en tête, ce qui explique effectivement la vitesse à laquelle une machine quantique en termes de performance va croître. OK ? Donc retenez ce point-là, c'est vraiment un point qui est essentiel. Alors, on a vu un petit peu la partie hardware, évidemment, comment une telle machine, ça se programme. Alors là aussi, ce n'est pas forcément très très simple, je vous l'avoue. Donc vous avez en haut, à gauche, un exemple d'une machine 5-8. Donc, le premier point que je voudrais dire avec vous, c'est qu'aujourd'hui, dans l'offre IBM, il y a une partie qui est dans le cloud public, gratuite. D'accord ? Donc si vous tapez sur Google, sur Internet, IBM Quantum Experience, vous accédez à cette interface, vous créez un compte d'utilisateur, et dans le quart d'heure qui suit, ou même moins que ça, vous avez accès à 2 machines qubits. D'accord ? Donc vous avez accès à un ensemble, on y reviendra, de machines physiques et également à un simulateur pour finalement monter en compétences, pour commencer à comprendre, pour commencer à réfléchir sur la programmation d'une telle machine. Donc toute cette interface que vous voyez ici, ce sont à la fois l'interface de programmation, on va y revenir, et puis en ligne, de façon gratuite, effectivement, des tutoriaux, de la doc, des librairies open source qui sont co-développées par IBM ou des partenaires et qui enrichissent finalement un écosystème logiciel nécessaire à la progression de ces machines. Et vous voyez à droite, effectivement, l'ensemble des éléments qu'on trouve, effectivement, un simulateur, un outil graphique de compilation, bien sûr un langage quantique qu'on appelle QSAM, qui est une sorte d'assembleur quantique permettant de programmer ces machines. Donc, évidemment, entre guillemets, un sort de stack, je dirais, logiciel permettant la programmation. Sinon, il y a aussi, effectivement, en haut à droite, un modèle donc, de programmation visuelle, donc ça ressemble à ça. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une machine 5 qubits, effectivement. Et ces machines 5 qubits, comment on les programme ? En leur appliquant des opérateurs. Que vous voulez que chaque carré, c'est un opérateur, une porte quantique. Derrière, finalement, c'est un opérateur de la mécanique quantique. Et finalement, je vais programmer mes qubits en leur appliquant des opérateurs quantiques et créer ce qu'on appelle un circuit quantique. Donc tout ce que vous voyez ici, finalement, ça correspond à un circuit quantique. Derrière, c'est un algorithme, un petit peu comme ce que je vous montrais en début de conférence, que sont des bouts d'algorithmes qui ont été donc développés pour réaliser un certain nombre d'opérations, je dirais, sur une machine quantique. Donc ça, c'est exactement un micro-algorithme quantique qui tourne sur un 5 qubits.
Et vous avez compris que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait les choses beaucoup plus macro, non pas sur un 5 qubits, mais sur un 20 et sur un 50 qubits. Et là, réellement, on commence à voir l'intérêt pour des clients dans différents domaines de la capacité à tirer parti d'une machine à 50 qubits. Alors, juste un point, effectivement, j'allais oublier, la petite étoile jaune, c'est effectivement au-dessus de la programmation qui est relativement basique. Et il faut reconnaître que ça demande un certain niveau de compétence. Ce qu'on est en train de faire, c'est on enrichit l'environnement de programmation quantique avec donc, des librairies. C'est ce qui est en jaune, là, le Qiskit Aqua et le Qiskit Terra sont finalement des librairies un peu de haut niveau dans lesquelles on va commencer à trouver des bouts d'algorithmes d'optimisation, des bouts de code Monte Carlo, des bouts de code pour faire des recherches. Donc finalement des éléments qui sont finalement les éléments constitutifs d'un algorithme plus complet qui sera demain l'algorithme que nos clients vont utiliser. Donc on est en train de mettre à disposition, d'enrichir un ensemble d'éléments pour être capable de fournir demain une vision un petit peu plus macroscopique du sujet. Je pense que c'est fini. Juste dernier point, finalement. Donc vous avez compris le hardware, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. 2 mots sur qu'est-ce qu'on fait avec nos clients. Alors retenez qu'on a mis au niveau mondial un réseau qui s'appelle le IBM-Q Network, qui est finalement l'ensemble de nos partenaires, clients, qui travaillent avec nous sur le sujet. Donc parmi c'est là, bon, peu importe la classe, je dirais, entre les partenaires et les clients, vous voyez quand même un certain nombre apparaître, dont un certain nombre de dons prestigieux. Dans le domaine bancaire, effectivement, au Crédit Agricole, on voit JP Morgan, on voit Barclays, qui sont donc des établissements qui ont fait la réflexion de dire, bah, effectivement, dans mon quotidien, j'ai des problèmes de type NP complet, et je fais le pari de dire, il faut effectivement que j'aille sur le quantique. Donc tout ça, c'est des démarches que font nos clients, et on voit aussi effectivement celles de Daimler, celles de GSR dans le pétrole, donc des clients qui ont identifié chez eux un certain nombre de cas d'usage qu'ils pensent, et que l'on pense, être éligibles à du quantique, et sur lesquels on co-développe l'ensemble des briques de base que je présentais. Notez aussi qu'on a annoncé assez récemment un IBM-Q Network pour les startups. Il y a aussi un très fort écosystème mondial sur l'émergence de startups qui travaillent sur le quantique, qui sont effectivement donc partenaires d'IBM sur le sujet. Et il y a bien sûr un très fort écosystème universitaire. Donc vous voyez en haut à gauche les Oak Ridge, les Keio, les Oxford. Plus récemment, on a annoncé un projet avec l'Université de Porto, au Portugal, où il y a bien sûr un très fort écosystème de sachants quantiques dans le monde universitaire, avec lesquels on travaille pour à nouveau co-développer, co-définir un ensemble cas d'usage. En conclusion, voilà donc ma conclusion, je dirais, sur de synthèse de l'offre IBM. En haut à gauche, donc la partie qui est publique et donc que n'importe qui peut accéder dans le cloud. Et donc je vous rappelle, IBM Quantum Experience, et vous accédez à une partie des éléments que je vous ai montrés. Au milieu, l'ensemble des machines physiques qui sont disponibles, alors soit gratuitement jusqu'à 5 qubits, soit dans le cadre d'une transaction commerciale qu'IBM au-delà de 5 qubits. Ce que vous voyez en bas à droite, et la partie droite, c'est l'ensemble des briques de base logicielles qui constituent finalement la capacité à programmer de telles machines. Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Donc j'espère que maintenant vous êtes capable de répondre à votre question qui est à quoi ça sert, comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait. Bonne soirée, merci.